éléments dans Little Worlds. Pourquoi c'est Batman qui présente? Bah quoi? Et puis c'est bien payé. Nous sommes le mardi 22 avril et nous allons faire un petit tour en direction de la ville portuaire. Allez, on se retrouve là-bas. Nous voilà donc dans la ville portuaire qui est absolument en construction. Elle est en pause depuis un petit moment, même si elle sera finie, il n'y a aucune inquiétude. Mais je vous avais pas montré ça dans l'épisode précédent, donc on va y faire un petit tour. On va descendre par là-bas. Eh ben, ça faisait un moment que j'y étais pas retourné moi non plus. De nuit surtout, c'est pas la meilleure chose à faire, vu que c'est pas éclairé partout, mais on va s'en sortir. Je vais essayer de pas faire exploser de creeper en plein milieu. Alors voilà, l'histoire de cette ville portuaire. Je suis arrivé par ici par hasard en me baladant pour la ville, la future base plutôt de Tororus, qui est par là-bas au fond de l'océan. Ça vous le verrez un autre jour. Et j'ai trouvé cette baie mais juste magnifique et je me suis dit c'est obligé qu'on fasse quelque chose ici. Un port, c'était juste évident de faire ça là, donc je suis parti sur ça, j'ai rien dit aux autres, j'ai fait mon petit truc dans mon coin. Et il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai montré aux autres et on s'est dit, c'est là qu'on va faire tous nos petits mini-jeux en redstone. Mais des choses totalement diverses et variées. Je vais vous en montrer, il y en a un de construit actuellement. Il y en aura plein d'autres, ça va être là qu'on va faire toutes ces choses-là. Tous les membres du serveur auront droit évidemment à faire quelque chose. Et ça sera vraiment sympa. On aura un phare qui va monter sur ce petit promontoire avec je pense quelques avancées pour limiter l'arrivée des bateaux, pour limiter et délimiter surtout. D'autres pontons vont être construits plus tard. Le beacon évidemment il est là pour la construction, il ne sera pas là à la fin. À savoir que les pontons sont totalement intégrés au décor sous l'eau pour donner un petit peu plus de, je dirais pas dire du réalisme, mais de profondeur. Ça justifie un petit peu la présence des pontons comme ça. Donc vous voyez, c'est vraiment sommaire, ça a été avancé, c'est juste une base d'architecture qui a été définie avec juste un bâtiment qui a été juste commencé de construire. C'est vraiment très sommaire, mais ça sera super sympa, il y aura plein de mini-jeux vraiment. Je vais vous montrer un exemple de mini-jeu justement. Voici le premier mini-jeu qui n'a pas de nom, incroyable. Alors comment ça marche ? Le but du jeu, il y a deux équipes ou deux joueurs. Je pense que 2 joueurs c'est plus simple parce que 2 équipes ça risque d'être trop facile. 2 joueurs qui doivent mettre la balle entre guillemets dans les buts adverses. Les buts adverses sont la rangée de hopper qui est ici, de chaque côté dans chaque équipe, l'équipe rouge et l'équipe jaune. Et comment on peut amener la balle dans les hoppers adverses? En faisant glisser grâce à des conduits d'eau. Il suffit d'appuyer sur les boutons et on va faire glisser un item jusqu'à l'amener dans le camp adverse. Pour commencer le jeu, c'est simple, on appuie sur le bouton vert comme Start et vous voyez, normalement, on a un petit item qui va sortir du milieu. Impeccable. Donc là, après, chaque équipe doit essayer de l'amener dans les hoppers adverses en suivant la trajectoire grâce au flux d'eau. Voilà, une fois que c'est mis, on a un point qui est marqué dans l'équipe rouge et la balle est relancée.
Pouf, impeccable. Donc vous avez vite compris, il y a 3 points à marquer dans chaque équipe. Je vais tâcher de... Ah, il ne veut pas rentrer, si on y est. Ah bon, ça sera un point pour l'équipe jaune, là, en l'occurrence. Donc voilà les limites de la redstone. En l'occurrence, vous voyez que le ballon était tiré et a directement été dans l'équipe, dans les buts de l'équipe jaune. Il y a des petits bugs. En l'occurrence, si on pilonne sur le bouton en attendant que ça apparaisse, il n'y a aucune raison que ça aille dans votre camp. Donc c'est aussi un coup à prendre. Donc ok, vous avez vu, les 3 points ont été marqués, donc tous les points ici ont été réinitialisés, et un point a été marqué pour l'équipe rouge. Pour remettre ce point à 0, il suffit de rappuyer ici, ça va éteindre cette lampe et les scores seront mis à 0. Donc ça peut se jouer en 2 manches gagnantes, c'est l'idéal. Je vais vous montrer un petit peu la redstone derrière. Est-ce que j'ai récupéré? Impeccable. La redstone, donc il y a c'est plein de petits systèmes assemblés. Donc là on a un système de switch, un petit switch que j'ai fabriqué avec des droppers et des entonnoirs. Pour faire simple, on a une injection là-dedans qui tire dans... Enfin, l'item est dans ce hopper, donc ça tire dans ce hopper-là. La première injection. La deuxième injection, ça tire dans ce hopper-là qui alimente... je dis hopper depuis le début, ce sont des droppers. Qui alimente ce dropper, donc il va l'envoyer dans le hopper et ça va... Enfin, bon, je me suis pris dans l'autre sens, hein, bref. Vous avez compris le principe. Ça alterne une fois sur deux, ça envoie dans l'un ou l'autre. Et donc c'est détecté grâce à ce comparateur qui envoie un signal après. Le signal est récupéré pour envoyer la balle au centre. Donc par ici, on a un petit blocage de ce hopper là quand le système est en off. Et quand il est en on, ça débloque le hopper qui l'envoie dans ce dropper. Et grâce à un petit circuit simple de clock géré avec un comparateur, ça fait un petit item, un petit ascenseur item qui l'envoie là-haut. Oh, j'ai ma souris qui fait des choses bizarres. Donc ça c'est un des premiers signaux qui est envoyé quand on appuie sur on. Le deuxième signal, c'est que ça va bloquer les points qui sont là, à savoir que je pense que c'est un peu plus complexe. Ça joue avec les systèmes de comparateurs bloqués l'un sur l'autre, dans le système de le fait que les comparateurs, les différentes entrées des comparateurs en fait, tout bêtement. C'est pour éviter d'avoir des lignées de fils super longs. J'aurais pu mettre des fours remplis à la place des entonnoirs, mais c'était un peu plus simple comme ça. Enfin bref, ça c'est le système de scoring. Ça envoie, à chaque fois qu'on marque un point, ça envoie une pelle là-dedans qui est détectée, et à chaque fois ça détecte 1, 2 ou 3 points. Et donc là c'est pareil, c'est un switch on-off qui, dès qu'on a marqué les 3 points, ça réinitialise tout ça, et ça va envoyer une injection là-dedans qui va allumer la torche. Allumer la lampe de redstone, qui va s'éteindre aussi dès qu'on rallume la machine. C'était expliqué très sommairement et surtout c'était très mal expliqué. Si vous voulez une explication précise, laissez ça en commentaire. Je ferai un tutoriel en créatif, ça sera nettement plus simple que d'expliquer ça comme ça. Donc voici pour ce mini-jeu très simple. J'ai un autre mini-jeu en créatif de construit avec des minecarts. Je le ferai également, mais en attendant, on est plus sur la construction du spawn. C'était vraiment pour faire un petit aperçu de cette future ville portuaire qui sera donc le théâtre des mini-jeux au sein du serveur Little World. Et donc on se retrouve plus tard pour d'autres nouvelles. Nous sommes le jeudi 24 avril, il est aux alentours de 13h30 et voici ce qu'on a fait. On a commencé à travailler sur le château qu'on va voir juste après. Le motif des murailles est établi, vous voyez ce que ça donne au final. Il y aura peut-être des changements mineurs, mais l'essentiel est fait, ce qui va être reproduit sur toute la muraille extérieure du château. Ces tours ont été vues avec différents membres du serveur. Elles vont être soumises à des petites modifications. Au niveau des créneaux, il n'y aura plus de toit.
Vous verrez ça très prochainement. Nous allons ensuite voir un des éléments principaux, à savoir la banque générale de Little Worlds. Incroyable. Je vous avais promis une nouvelle salle des coffres, la voici, elle est encore en construction, c'est loin d'être fini. C'est basé sur une architecture victorienne, donc architecture britannique d'il y a quelques décennies. Donc c'est aussi basé effectivement sur la British Bank, la banque de Londres. Donc voilà à l'intérieur avec tous les coffres qui sont encore vides, qui vont être remplis d'innombrables items, bien triés comme il faut avec les petits tableaux qui vont être remplis sur les côtés. Le plafond décoré, donc ça c'est plus une architecture gothique, mais ça rendait bien, hop on a fait ça, impeccable. Les pylônes sur les côtés, inspirés de différentes choses. Et l'entrée vers le Nexus du Nether qui se fait par ici. On va jeter un petit coup d'œil à l'étage. Il y a encore pas grand chose, sinon rien de fait, juste le décor est fait, ainsi que le plafond. Les petits balcons sur les côtés, avec un petit accent british. Et enfin, la petite vue sur le futur château. Il y a encore un étage, ça va être les archives. Pour l'instant, si je vais vous montrer ce que ça donne, c'est vide. C'est vide, c'est totalement à faire. Les archives, ça sera tout bêtement là qu'on va stocker, sans doute, c'est pas encore défini, les gros stocks, à savoir tout ce qui est pierre, tout ce qui est terre, ce qui se stocke par plusieurs doubles coffres. On mettra ça là-haut, parce qu'en bas on risque d'être un petit peu limité en place. Donc voilà pour la banque. Donc c'est le bâtiment qui a bien avancé, qui a été fait il y a 2 jours environ, qui a été fait avec Gotama, merci Gotama. Vous avez dû voir du moins l'énorme terraforming qui a été fait. Ici, il n'est pas flagrant, même s'il y en a eu quand même beaucoup de faits. Mais il est beaucoup plus flagrant dès qu'on commence à s'attaquer à ça. Et voilà, alors là avant il y avait une colline. Avant il y avait une colline qui faisait bien 30 blocs de haut. Maintenant il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il y a aussi les immenses douves du château qui vont faire tout le tour du château. C'est assez particulier, pour l'instant vous voyez ce que ça va donner en gros, mais vous verrez plus tard le résultat, ça sera vraiment assez impressionnant. Pour ceux qui pourraient se poser des questions, c'est basé sur le château des Ducs de Bretagne. Oh, tu en fais du bruit, mon petit creeper. C'est basé sur le château des Ducs de Bretagne, donc qui est situé à Nantes, donc c'est vraiment pas loin du tout de là où on habite les anciens du serveur. Les nouveaux pas forcément, mais les anciens du serveur, ceux qui l'ont créé. On habite aux alentours de Nantes, c'est pour ça qu'on s'inspire de ce château. Même s'il y a des modifications qu'on va apporter dans l'ensemble. Les murailles ont été continuées, c'est volontaire que le dernier étage des tours ne soit pas fait, car comme je vous ai dit précédemment, ça va être remplacé par des créneaux, le toit va disparaître. Peut-être pas sur ces tours-là, peut-être que le toit va rester. Mais en tout cas sur les autres, ainsi que celles qu'on voit derrière la banque, le toit va disparaître et on va mettre des créneaux comme ce qui se faisait beaucoup plus à l'époque moyenâgeuse. Merci Tororius pour les conseils avisés sur ce genre de choses. C'est un petit peu lui qui connaît plus en histoire médiévale que nous. Le château est en totale construction, je vous montre ce que ça donne au jour d'aujourd'hui, avec les coffres qui volent, magnifique. Voici l'étendue du château, ça paraît grand, avec les bâtiments qui vont le monter, ça ne sera plus tellement grand, vous allez voir, ça donnera pas cette impression de grandeur et surtout de vide, ça paraît un peu vide, mais ça ne le sera pas après. Il y aura une écurie par là, un donjon juste ici. Le reste des bâtiments, j'essaierai de faire un point avec Turorius pour qu'il nous montre ça. Il vous dira ça mieux que moi, c'est lui qui a designé l'ensemble du château. C'est lui qui connaît beaucoup mieux comment ça sera au final. Je vais faire un petit aperçu aussi de la fontaine que vous avez vue depuis la banque. Fontaine qui a été entièrement réalisée par Gotama, moi j'ai apporté quelques mini modifications, rien de transcendant. C'est vraiment lui qui a fait le design principal qui est vraiment sympa, c'est épuré, plutôt simple, ça rend bien. Fontaine qui donne un peu le lieu principal, à savoir qu'elle n'est pas au centre de la ville médiévale, mais ce sera quand même le lieu principal.
On aura un accès, un par ici, un accès vers le château. On aura un accès direct vers la future cathédrale. Vous voyez les tracés au sol. Le petit pourtour en cobble, ça sera la dimension à peu près de la cathédrale. Donc petite cathédrale, mais qui aura quand même un sacré volume. Putain, c'est bourré de squelettes. Je me demande s'il n'y a pas un bug d'éclairage. Enfin là encore, c'est probable qu'il spawn, mais j'ai eu des créatures qui spawnaient à l'intérieur du bâtiment qui est parfaitement éclairé. J'ai vérifié avec le F3 et le light. Je ne sais pas. Ça doit être la snapshot qui doit bugger un petit peu au niveau des spawns des mobs. C'est assez bizarre. Je vous laisse ici et on se reprendra plus tard pour les avancements du serveur. Salut à tous. Nous sommes jeudi 25 avril, il est minuit et demi. Donc je ne parlerai pas trop fort car ça dort juste à côté de moi. Nous avons récemment détruit l'usine à poulets qui était située à côté de la banque. La raison pour laquelle on l'a détruite, c'était que les poulets causaient un lag très impressionnant. Il y avait beaucoup trop d'entités. Pour éviter que ça se reproduise, nous allons donc construire une usine à citrouilles qui existe déjà, mais on va la remettre au goût du jour avec des usines plus perfectionnées et plus rentables. Je vais délimiter le bâtiment, commencer à le construire et j'essaierai de faire la redstone avec vous. Je reprends l'enregistrement très rapidement histoire de vous montrer l'avancement de la boulangerie. C'est encore loin d'être terminé, sachant que je vais pas tarder à aller dormir finalement et je finirai ça demain. Donc on verra tout ça demain. Alors nous sommes le samedi 26 avril, il est aux alentours de 14h et la boulangerie est enfin terminée avec les systèmes de resto dans l'intérieur. Quand je dis qu'elle est terminée, c'est sur la façade extérieure, l'intérieur n'est pas totalement fini, les deuxième et troisième étages sont pas encore faits. Donc c'est pour ça qu'on n'ira pas, il n'y a pas forcément d'intérêt, on fera une visite un autre jour. Donc la façade est assez épurée, peut-être qu'on rajoutera des détails par la suite. À ces niveaux-là par exemple, ça fait un petit peu trop plat, donc c'est encore un petit peu à travailler, mais l'essentiel est fait, et la forme du bâtiment est définie. Là, on va ensuite aller à l'intérieur, donc vous voyez, donc là on a un petit comptoir, donc là c'est pareil, on va sans doute rajouter des gâteaux un petit peu fleurir encore, mais l'essentiel est là, quasiment tout est fait, donc c'est vraiment le principal. L'usine à tarte amène toutes les ressources dans ces coffres là, donc respectivement les citrouilles, les cannes à sucre et les œufs. Je vais vous montrer les systèmes qui sont situés en dessous avec l'ascenseur et les différentes usines. Et à l'étage, il n'y a pour l'instant rien d'intéressant, donc là aussi on a quelques stocks de cookies parce que c'est une boulangerie, il y aura des gâteaux également. Et je ferai plus tard une usine à pain, donc là il y a un emplacement pour un coffre. Usine à pain qui utilisera les nouveaux mécanismes de villageois, donc ça sera 100% automatique, donc ça sera plutôt sympa. Et ben maintenant on va voir le système en redstone. Vous entendez les petits droppers qui envoient les items à travers les ascenseurs. Donc là c'est un ascenseur, c'est pas un ascenseur classique, c'est un ascenseur je l'ai rendu un peu plus compact que d'habitude, donc il est moins efficace dans le sens où il y a parfois des items qui traînent, quoique là il est pas trop mal, il n'y a pas grand chose qui traîne. Et c'est surtout un triple ascenseur en fait. Normalement, enfin, la plupart du temps en ascenseur, la détection se fait sur le dropper du bas, à savoir que dès qu'il y a un item dedans, ça déclenche une petite cloque via un comparateur qui va injecter du courant dans la torche et qui va détecter du coup, enfin qui va faire injecter un courant dans tous les autres droppers. Là en l'occurrence c'est valable pour la ligne de dropper qui est à cette extrémité là et à cette extrémité là, donc la détection se fait au premier dropper. Mais sur la ligne du milieu, vous pouvez voir, c'est pour un souci de compactage, il n'y a pas de dropper, il n'y a pas de détection de dropper. Donc ça se fait via les autres ascenseurs en fait. Ce qui fait que les items arrivant au milieu sont stockés, on ne le voit pas, mais dans un dropper qui est au centre. Et ce sont les autres
droppers quand ils vont être contenus d'autres items qui vont activer l'ascenseur du milieu. Donc généralement, vu la fréquence des deux autres ascenseurs, il n'y a pas de problème. Tous les items qui sont présents dans la ligne du milieu sont quand même envoyés en haut, il n'y a pas de souci sur ça. Donc ça c'était vraiment il n'y a rien de compliqué, c'est juste pour envoyer les items en haut. Donc ce qui est plus intéressant, c'est au niveau des usines. Donc je vais vous présenter l'usine à canne à sucre, c'est la plus simple. Donc ça fonctionne avec un bud switch. Donc à savoir qu'on a le piston, prenons cet exemple de piston qui est juste en face de moi, qui a un bloc non alimenté et un bloc au-dessus encore qui est alimenté. Ce qui fait que dès qu'on va mettre à jour un bloc à côté du piston, comme ça par exemple, ça va le déclencher. Sachant que si on déclenche un piston, ça va également déclencher tous les pistons qui sont à côté, car le bud switch fonctionne comme ça, ça va activer tout ça va mettre à jour en fait tous les pistons qui sont sur le côté, donc ils vont tous se budder et tous s'activer. Après vous venez de voir que ça s'est rétracté parce que il y a un système avec le Minecraft Hopper qui ramasse les items, qui les envoie dans le petit entonnoir, le petit hopper qui est là, et qui va directement dans l'ascenseur du milieu en l'occurrence. Et au moment où ça passe dans ce hopper, on a un comparateur qui détecte le signal et qui va faire cligner cette torche là, donc ça va éteindre cette ligne qui bud les pistons en dessous, et ça va également, grâce à une autre torche qui est en bas qu'on voit à peine, ça va mettre à jour le bloc d'air qui est à côté du piston, et du coup ça va les faire rétracter, ça va les débudder en fait finalement. Donc parce que pour débudder un piston, vous ne pouvez pas le débudder si il est encore alimenté. Donc c'est pour ça qu'il faut désalimenter d'une part la lignée de pistons et d'autre part mettre à jour pendant ce petit temps là un des pistons qui va réinitialiser le bud de tous les pistons. Donc si c'est pas suffisamment clair, je ferai un autre point plus tard. Mais il y a des tutos qui sont extrêmement mieux expliqués que ce que je ne pourrais vous le faire, donc allez jeter un œil au niveau des buds. Donc là c'est exactement le même principe de bud sur les usines à citrouille. En fait il y a deux rangées qui font 15 de long à l'instar de l'usine à canne à sucre. Pourquoi 15 de long? C'est simplement la distance maximum que je pouvais avoir avec un seul fil de redstone sans coupure, quoi. Sans avoir besoin de répéteur. Donc c'est bien la puissance maximale. Donc cette histoire de bud switch c'est la même chose, sauf que ça va pousser les pistons, ça va pousser les citrouilles qui vont pousser ici, les pistons sont au-dessus. Mais sinon c'est exactement le même principe avec les différents hoppers qui vont mettre ça dans la ligne de hopper. Il y a 3 hoppers ici, voilà. Et ça pareil, ça va réinitialiser le bud de la même manière. Sauf que c'est un peu plus complexe avec les citrouilles parce que c'est moins propre la façon dont elles sautent, parce que les pistons écrasent le bloc et du coup le bloc qui saute se retrouve à l'intérieur du bras du piston, donc il a tendance à sauter un peu partout. Donc c'est pour ça que j'ai fait des... Ah ouais, on voit directement ce qui vient de se passer. Normalement la citrouille va être ramassée, voilà, et ça a été envoyé, ça a réinitialisé. Donc ce que je disais c'est que comme c'est écrasé, ça drop un peu dans tous les sens, donc j'ai mis des Minecraft avec hopper qui aspirent à travers les deux blocs et qui vont les envoyer directement dans les hoppers après. Donc au moins je suis sûr que tous les items qui sont droppés, enfin on va dire 98% des items qui sont droppés sont récupérés. Et si jamais ça reste bloqué, à savoir qu'on a un item qui est droppé, qui reste dans un coin et qui n'est pas récupéré par les Minecraft hoppers, il y a un système en parallèle, c'est exactement le même système. Je vais vous montrer directement. Hop, donc c'est exactement le même système, ce qui fait que quand ça passe dans les hoppers, ça réinitialise les deux usines en même temps. Donc à moins qu'il y ait les deux usines qui soient bloquées exactement au même moment, s'il y en a une qui est bloquée, l'autre va débloquer l'autre à chaque fois qu'il y aura un item qui passera. Donc il y a extrêmement peu de chances que ça reste bloqué si jamais il y a des items qui ne sont pas aspirés. Mais comme je vous dis, il y a quasiment 98% de chances que ça soit aspiré, donc il n'y a pas trop de problème au niveau de la stabilité des usines. L'usine à œufs est juste au-dessus. Enfin, je sais pas s'il y a grand chose à montrer, hein. C'est tout ce qu'il y a de plus simple, hein, des poulets au-dessus d'un hopper, donc ils pondent des œufs, ils se font aspirer et ça envoie directement dans les ascenseurs. Donc voilà pour la petite usine à tarte à citrouille. Extrêmement simple, enfin du moins pour une partie des usines.
parce que ça regroupe finalement trois usines en une seule. Et voilà donc pour le début de la boulangerie. Donc on vous reprend plus tard pour une autre séquence. On a Steven qui vient d'arriver sur le serveur, du coup on va aller faire un petit tour à sa base qu'il a commencé il n'y a pas très longtemps. On se retrouve là-bas. Ok, donc nous voici au niveau de l'entrée en direction de la base de Steven Cookie. Et donc tu me disais que là c'est le design est fini quoi, il reste juste des petits coins je vois où t'as dû avoir des dalles qui te manquaient. Mais sinon le design est fini quoi. Bah, je vais quand même voir encore après. Ouais, au pire, je pourrais te donner un petit coup de main sur 2-3 trucs. En fait, je trouve juste que ça manque de, tu vois, de couleurs ou de diversité, Ouais, quoi. Moi aussi, j'ai vu que ça, ouais, ça manquait aussi de couleur. Bon, après, ça se retravaille rapidement après. Donc, j'arrive chez toi. Ok. Ah ah. Donc, nous y voici. Ah oui, d'accord, en effet, ça a bien plus avancé que la dernière fois que je suis passé. Ah, j'aime bien, c'est sympa. Et du coup, tu commences ton chemin. Ah, c'est sympa. Du coup, tu utilises essentiellement de la pierre et du bois, quoi, comme matériau. Ah, ça rend bien. Hein. T'as un style particulier de. Tu t'inspires de quelque chose en particulier ou non, juste comme ça? Bah, en fait, dans les constructions, j'utilise bah, tout le temps ce style. Ouais, de pattern et de matériaux, quoi. Ouais. Ah, bah, c'est sympa, ça va être bien. Bah, je Non, pense que ça va. Ouais, vas-y, dis. Il manque encore un peu de relief vers le toit. Ouais, moi ça, tu viens juste de commencer à le faire. Déjà, les patterns au niveau du rez-de-chaussée sont vraiment sympas. C'est un peu répétitif, mais ça passe quand même, quoi. Puis rien n'empêche après de modifier 2-3 trucs, mais même c'est bien, ça rend bien. Ça va faire un peu. Moi, je trouve que ça fait un petit peu de ces maisons Europe du Nord, Suède, Scandinave, toutes ces trucs-là, quoi. Ça fait un peu ça, avec les toits comme ça en pic. À voir ce que ça donne après. Ouais, mais en tout cas, j'ai tout le temps utilisé ce style. Ouais, c'est sympa, j'aime bien. Bah tu vois, je pense que ça va terminer la vidéo. Donc on va pouvoir dire salut à tous et puis à une prochaine vidéo.